Alors, nouvelle capsule, les juristes de YouTube. Donc là, on va parler du refus des juridictions allemandes d'enregistrer un parent transgenre en tant que père d'un enfant auquel il avait donné naissance. Et donc, spoiler alert, ça n'a pas violé la Convention européenne des droits de l'homme. Et on va en savoir un peu plus sur le contexte de cette affaire et comment dire. Donc sur le contexte et en même que ce soit factuel et juridique. Voilà. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Cour a jugé de la sorte. Alors donc les requérants, on va les appeler. Je suis pas inspiré au niveau des noms. Je suis pas inspiré au niveau des noms. On va appeler messieurs. Alors je pense que ça doit être un couple. Alors je sais pas si c'est un couple homosexuel. Alors attends. Donc apparent transgenre. Non, il précise pas. Bah écoutez, les requérants, on va dire messieurs et madame O. Voilà, peut-être. Non, il y a deux personnes. Bon, ouais, en plus, leur sexe n'est pas précisé. On va dire messieurs et madame OH et GH. Voilà, sont des ressortissants allemands. Ils résident en Allemagne. Donc le premier requérant, donc OH, naquit de sexe féminin et porta des prénoms féminins jusqu'en 2010, où le tribunal d'instance fit droit à sa demande de porter des prénoms masculins. D'accord. Donc en fait, il s'identifie donc OH s'identifie en tant qu'homme. Donc du coup on doit dire Monsieur OH. Monsieur OH. En 2011, les juridictions allemandes reconnurent que Monsieur OH appartenait désormais au sexe masculin. Ça c'est donc tant mieux pour Monsieur OH. Donc on est content qu'il ait pu obtenir gain de cause donc là devant les tribunaux sur ce point. Donc selon Monsieur OH, après avoir obtenu la reconnaissance de son appartenance au sexe masculin, il aurait arrêté son traitement hormonal et serait redevenu fertile. Ainsi, en 2013, il donna naissance à son fils, GH. Ah d'accord, donc GH c'est son fils, ok. Donc GH c'est son fils, et donc on n'est pas sur Madame GH, donc on est sur Monsieur GH. On va dire bébé GH. Enfin bon, je pense pas que ce soit un bébé, ça doit être un jeune garçon. Alors, donc à l'aide d'un don de le fils GH, donc il est né à l'aide d'un don de sperme, donc émanant d'un donneur qui aurait consenti à ne pas avoir le statut de père légal de l'enfant. Ok. Donc à la naissance de son fils, OH, donc Monsieur OH, demanda au service de l'état civil à être inscrit comme père de l'enfant et non pas comme mère de ce dernier. Ouais, parce qu'on rappelle encore une fois que Monsieur H est un homme, est un homme transgenre, c'est-à-dire qu'au départ, Monsieur H avait avait un sexe, alors je sais pas si c'est connoté, mais un sexe biologique féminin. Et ensuite, entre temps, Monsieur H a décidé de s'identifier en tant qu'homme et de ne plus s'identifier en tant que femme. Voilà. Et malheureusement, sa demande d'être reconnu comme père et non comme mère, je pense que ça va être tout le sujet, ça a dû être refusé, donc sa demande fut transmise par l'officier de l'état civil aux juridictions allemandes qui ordonnèrent qu'il soit inscrit comme mère de l'enfant conformément au droit allemand. Ah, voilà. Donc en gros, ils ont refusé de l'inscrire, donc c'est bien ce que je disais, donc ils ont refusé de l'inscrire comme père. Ils ont décidé de l'inscrire en quelque sorte contre son gré comme mère de l'enfant. Je vais juste baisser un petit peu le son de la musique parce que je trouve qu'elle est assez forte. Alors je regarde un petit peu. Ouais, c'est bon. Normalement, ouais, ça devrait pas être trop fort la musique. Bon. Alors, les recours des requérants, du fils et de Monsieur OH, malheureusement n'ont pas abouti. En définitive, OH fut inscrit en tant que mère de l'enfant avec les prénoms qu'il portait
avant son changement de sexe, avant son changement de sexe. Ouais, punaise, c'est quand même assez violent. Je veux dire, on te donne quand même droit, on reconnaît ton identité de genre, c'est-à-dire en tant qu'homme, et derrière on fait à nouveau, on te dit bon bah écoutez, on vous le reconnaît, puis finalement on vous la reconnaît, mais pas sur tous les plans de l'état civil. On peut pas vous reconnaître en tant que père. Donc ça doit vraiment la foutre extrêmement mal pour OH. Et on comprend pourquoi OH va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors donc devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc et pas que Monsieur OH, il y a aussi son fils qui y va. Donc devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc les requérants se plaignent donc du refus des juridictions allemandes d'enregistrer Monsieur OH en tant que père de GH, au motif qu'il avait donné naissance à celui-ci en dépit de la reconnaissance judiciaire de son changement de genre intervenu en 2011, soit avant la conception de l'enfant en 2013. Oui, parce qu'aussi il y avait une particularité, là où le cas aurait été encore plus complexe, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais imaginez que l'enfant ait été conçu au moment où OH était encore identifié comme femme. Et ben là clairement il y aurait eu, ça aurait été encore plus compliqué pour OH d'être reconnu comme comment on appelle ça, comme père, sachant que les démarches à l'état civil n'avaient pas encore été faites. Alors là c'est pas le cas. Là les démarches à l'état civil ont été effectuées et OH a pu être identifié au regard de l'état civil comme étant de sexe masculin, enfin comme étant de genre, d'un genre masculin, voilà. Et l'enfant est né après. Et ce qui est dingue, c'est que pourtant, alors que son enfant est né après sa transition, et les différentes démarches effectuées à l'état civil, et malheureusement, malgré tout ça, Monsieur OH n'a pas obtenu gain de cause et il n'a pas pu être reconnu papa, quoi, en fait. Et encore une fois, ça fait mal, quoi. Ils invoquent en particulier donc la violation, sans trop de surprise, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc le droit au respect de la vie privée. Donc les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme le 7 novembre 2018. Alors donc décision de la Cour, donc là la Cour va opérer une analyse de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, donc, rappelant les facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la marge d'appréciation des États, la Cour relève que les droits en jeu, en l'espèce, ne sont pas de nature à la réduire. Elle observe ensuite qu'il n'y a pas de consensus parmi les États européens sur la question de savoir comment indiquer dans les registres de l'état civil concernant un enfant que l'une des personnes ayant la qualité de parent est transgenre. Voilà. Donc là, ce que note la Cour, en fait, l'un des arguments qui est avancé par la Cour, c'est que parmi les États membres du Conseil de l'Europe, il n'y a pas un consensus quant à la politique menée en matière d'état civil en ce qui concerne les parents transgenres, en fait. En gros, d'un État à un autre, on va reconnaître la possibilité aux parents de faire valoir leur qualité de père et mère après qu'ils aient effectué des démarches pour changer leur genre, pour changer leur genre et le préciser à l'état civil. Donc il y a des États qui vont le reconnaître et qui vont reconnaître en conséquence la qualité de père ou de mère, et d'autres qui malheureusement ne tiendront pas compte de ce changement de sexe à l'état civil. Voilà. Donc malheureusement, c'est... je veux dire, encore une fois, ça c'est un argument classique de la Cour, c'est un des arguments qui peut être avancé, ça fait pas tout, mais encore une fois, en général, c'est ce qui est avancé par la Cour
lorsque malheureusement il n'y a pas une ligne, lorsque d'un état à un autre il y a des variations en termes d'application du droit. Et surtout quand là il y a des grandes variations. Alors donc cette absence de consensus reflète le fait que le changement de genre combiné avec la qualité de parent suscite de délicates interrogations d'ordre éthique et confirme que les États doivent en principe se voir accorder une ample marge d'appréciation. Donc alors je suis navré donc pour les personnes qui seraient militantes ou militants on va dire en matière de droit LGBT. Parce que malheureusement ça doit vous crisper, puisque vous allez vous dire que là on est vraiment sur une logique qui est alors libre à vous de qualifier cette démarche de transphobe ou non. Bon, moi je pense que malheureusement le droit, je pense qu'on peut parler de droit en somme transphobe. Voilà, faut dire ce qui est. Il y a un droit, il y a un droit transphobe. Encore une fois, là les propos n'engagent que moi, et malheureusement la Cour européenne des droits de l'homme est un peu pieds-poings liés malheureusement. Elle peut pas faire grand chose lorsque malheureusement ça relève de choix de société. Et je sens que ça va finir comme ça. Alors par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme note que les autorités allemandes ont été appelées en l'espèce à mettre en balance plusieurs intérêts privés et publics et plusieurs droits divergents. Tout d'abord, les droits du parent transgenre, ensuite, les droits fondamentaux et intérêts de l'enfant, c'est-à-dire son droit de reconnaître sa filiation, son droit à recevoir soins et éducation de ses deux parents, ainsi que son intérêt à un rattachement stable à ses parents. Enfin, l'intérêt public résidant dans la cohérence de l'ordre juridique et de l'exactitude et de l'exhaustivité des registres de l'état civil qui ont une force probante particulière en droit allemand. Et encore une fois, c'est cet intérêt public qui emmerde, si je puis dire, énormément les personnes de la communauté LGBT. C'est qu'on va leur reprocher alors je vais le dire vulgairement, mais de foutre le bordel dans l'état civil. Pour le dire très grossièrement, c'est ça qui est reproché aux personnes transgenres, ce qui est absolument dégueulasse. Déjà que c'est compliqué, déjà que c'est compliqué pour les personnes qui font une démarche de transitionner, etc. Si en plus on leur fout un peu au nez, vous nous cassez les couilles et les ovaires, à devoir faire des modifications de l'état civil, parce que nous on doit faire en sorte que ce soit exact, que ce soit exhaustif et que ce soit cohérent. Vous êtes bien gentils. Alors encore une fois, je veux dire, tenir l'état civil de manière exacte, exhaustive et de manière cohérente, c'est important parce que l'état civil, ça a quand même des effets, sur la situation des individus. Il y a des effets juridiques et que du coup, faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas j'imagine des informations inexactes dans le registre d'état civil, parce que sinon, on peut se retrouver avec des individus qui peuvent rencontrer des difficultés dans l'exercice d'autres démarches administratives, que ce soit pour percevoir des aides notamment, ou même effectuer d'autres démarches que je n'ai pas en tête, voilà. Même tout simplement peut-être payer leurs impôts, payer les impôts, puisque après, encore une fois, je connais pas le droit allemand, mais j'imagine qu'il doit y avoir, on doit indiquer, je pense comme en France, le sexe de la personne lorsqu'on doit donner son identité auprès des impôts, quoi. Mais bref. Donc au vu de ces circonstances, la Cour estime que les autorités allemandes disposaient d'une ample marge d'appréciation en l'espèce. Elle rappelle également que chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, la Cour note que selon l'intention du législateur allemand, l'ancien sexe et l'ancien prénom du parent transgenre devaient être indiqués, non seulement en cas de naissance survenue avant que la reconnaissance du changement de genre du parent fût devenue définitive, mais aussi lorsque, comme en l'espèce, la conception ou la naissance de l'enfant était postérieure au changement de genre. Donc il y avait toujours une trace. En fait, le droit allemand prévoyait un espèce de droit, si je puis dire, un peu entre deux.
C'est-à-dire où on avait justement le parent qui, certes, avait fait une transition et avait fait les démarches à l'état civil pour changer son sexe. Je dis bien de nature, on va dire à titre administratif. Et alors, il y avait le nouveau sexe qui était indiqué. Donc là, en l'occurrence, OH était indiqué comme homme, mais par contre, et du coup, il avait ses nouveaux prénoms, etc. Mais par contre, il avait, on va dire il y avait tout de même une trace de ses anciens prénoms, féminins. Voilà. Et du fait qu'on avait gardé une trace comme quoi il était auparavant une femme. Voilà. Donc ça peut quand même, encore une fois, psychologiquement, ça peut quand même peut-être, je pense, faire mal, si je puis dire, à la personne de se dire ouais, ils oublient pas quand même, ils me reconnaissent certes sur le papier comme homme, mais par contre ils oublient pas que j'ai été femme, quoi. Alors je pense qu'il y a certaines personnes, alors encore une fois j'imagine qu'il y a éventuellement certaines personnes qui, de toute façon je pense que chaque personne vit plus ou moins différemment sa transition. Et du coup, il y a certaines personnes qui n'oublieront pas qu'ils ont été d'un autre sexe, et d'autres souhaitent en faire absolument table rase et ne plus y penser. Donc le simple fait à chaque fois dans tes démarches administratives de devoir qu'on te rabâche que tu as été d'un autre sexe auparavant, et que j'imagine le fait d'avoir été, admettons, une femme auparavant, ça a peut-être été source de souffrance pour toi. Ça doit être dur de te renvoyer ça à la figure, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez écho, si vous avez été confronté à ce genre de à ce genre de situation, ou si vous avez éventuellement un proche qui aurait éventuellement rencontré des difficultés à ce qu'on lui rabâche à chaque fois mais en fait faut pas oublier que t'as été une femme ou que t'as été un homme avant, etc. Ce qui peut être, en somme, ce qui peut être assez dur, quoi. Alors, donc, j'en étais où ? Et encore une fois, je fais une petite parenthèse, mais je m'excuse auprès des personnes qui seraient concernées, ou même des personnes qui seraient plus calées sur le sujet, si je m'en mêle les pinceaux sur les termes genre et sexe, et même je m'excuse si le terme sexe biologique est connoté et est utilisé, j'imagine, notamment par les TERF. Et pour ceux qui ne savent pas, je rappelle, les TERF, c'est un acronyme qui désigne notamment les personnes qui excluent, en somme, de la cause féministe, les personnes trans. Voilà, en leur faisant bien comprendre que ce ne serait que des hommes et pas des femmes, ce qui est absolument transphobe et immonde. Voilà. Donc, il me semble que et j'ai peur que sexe biologique soit connoté, donc. D'avance, je m'excuse parce qu'encore une fois, je suis pas totalement pleinement formé sur ces questions. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, de toute façon, vous avez d'autres streameuses qui ont beaucoup plus qui déjà sont concernés, sont des personnes transgenres et qui connaissent bien évidemment la question. Je pense à Léo Jacotte, aller à la Bibli, Krone, ou même Lady Jolene. Je réfléchis, et aussi Brianian, qui pourront vous renseigner davantage sur la question. Bon, même aussi, dites-vous aussi que c'est pas parce que ce sont des personnes transgenres qui elles ne parlent que de ça. Voilà. Je veux dire, on ne faut pas réduire non plus les personnes à leur transidentité, bien évidemment. Mais bon, encore une fois, comme ce sont des personnes, si je veux dire, concernées, et qui ont déjà abordé sur leur stream la question de la transidentité, je vous invite à consulter leur contenu, ou même à leur poser de manière posée
si c'est le lieu et si c'est le moment, quelques questions autour de la transidentité. Je pense que les personnes en question n'hésiteront pas à vous répondre. Bien sûr, ne posez pas la question en mode au fait, t'es un homme ou une femme? Parce que c'est quand même assez c'est pas très sympathique de poser ce genre de questions, surtout qu'en général ça fait plutôt question troll de droitos, quoi. Donc mettez-y les formes, faites attention. Mais bref, passons. Donc, et si j'ai oublié des personnes transgenres au passage, que des streameuses que j'aurais oublié, je m'excuse d'avance, voilà. Donc sur ces excuses, on va poursuivre. Alors donc, la Cour observe ensuite que la Cour fédérale de justice a relevé que la mention du sexe d'origine du premier requérant, donc Monsieur OH, dans le registre des naissances concernant donc son fils, pouvait porter atteinte notamment au droit du premier, donc au droit de Monsieur H à l'autodétermination en raison du risque de divulgation de son ancien genre et de ses anciens prénoms. Ça c'est vraiment important, enfin c'est intéressant que sur le papier quand même, la Cour fédérale ait noté ça, et de noter ce risque de divulgation qui peut porter préjudice au droit de Monsieur H. Le fait qu'on rappelle systématiquement à la personne, tu vois, tu étais un homme, tu étais une femme auparavant. Voilà. Donc ça c'est un des risques que la Cour avait noté. Donc la haute juridiction, donc la Cour fédérale, a cependant rappelé que ce droit n'était pas garanti de manière illimitée et devait être mis en balance avec d'une part des intérêts publics, en particulier la cohérence de l'ordre juridique et la tenue des registres de l'état civil complet et exact. Voilà. Donc ça c'est la première exigence. Et d'autre part, les droits et les intérêts de l'enfant, notamment le droit de connaître ses origines. Voilà. Alors, le droit de connaître ses origines, bon, encore une fois, là-dessus, personne de la communauté LGBT, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez de cet argument, encore une fois, vous êtes les premières personnes concernées, par la question, là-dessus, je me permettrai pas de donner un avis. Donc, et après, bon, le droit à recevoir soins et éducation de ses deux parents et l'intérêt à faire l'objet, dès sa naissance, d'un rattachement juridique stable fondé sur les fonctions dans le cadre de la procréation biologique à une mère et un père. Ça par contre, ça clairement, moi je trouve que ça c'est beaucoup plus discutable. J'ai un peu du mal à voir quel est le rapport avec la choucroute, quoi, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on est encore sur une conception légèrement transphobe du droit. C'est-à-dire avec la notion de procréation biologique mère-père, quoi, en fait. On est vraiment sur cette logique-là et sur cette difficulté à dissocier le sexe biologique du genre, en fait. Donc là, on est clairement... et encore une fois, c'est pas... je pense qu'on n'est pas sur une transphobie dans une volonté de nuire... Enfin, c'est... si, de nuire. Veuillez m'excuser pour le propos. En fait, pour moi, on est dans une transphobie ordinaire, en fait. C'est-à-dire dans une transphobie qui est intégrée directement au système et qui est banalisée. Voilà. Après, salut Colette Poème, bienvenue à toi. En fait, là, on n'est pas dans une logique de dire oui, les personnes trans, on veut pas qu'elles existent. On va les renier complètement, voire même on va leur faire du mal physiquement. Là en fait on est à un autre degré de transphobie. Là on est dans de la transphobie qui est inscrite dans le système, donc transphobie qui est systémique en fait, et qui est inscrite, qui est prévue dans le texte, mais pas parce que encore une fois on est dans des questions de mœurs qui ont été intégrées dans le droit, et du coup on a du mal encore à distinguer, si je puis dire, à détacher et à accorder encore une fois de l'importance à rappeler à quel moment il y avait eu concordance entre le sexe biologique et le genre, quoi, en fait. Voilà. Donc il y a encore... n'hésitez pas, les différentes personnes, à apporter votre commentaire là-dessus, mais moi je le perçois comme ça.
Et encore une fois, bon ben, je pense que pour qu'il y ait une évolution là-dessus, ben, il faut une évolution de la société, une évolution des mœurs. Et encore une fois, bon ben, c'est pas gagné encore. Mais c'est déjà, moi je dis que c'est déjà un premier début. C'est déjà un premier début. C'est pas suffisant, mais c'est un début. C'est un début de voir, comment on appelle ça, de voir qu'on puisse laisser la possibilité aux personnes transgenres déjà de changer leur sexe à l'état civil. Ça c'est déjà quand même une première avancée, parce que avant, déjà les personnes transgenres, elles pouvaient pas se faire ce genre de démarche. Mais par contre, encore une fois, il faut pas nier que les personnes transgenres font encore l'objet de discrimination et il y a encore du boulot à faire. Mais encore une fois, il faut pas hésiter à rappeler les avancées pour avoir un petit baume, quoi, en fait, même si c'est pas grand chose. Alors donc je dirais aussi le mythe de la famille nucléaire. L'enfant a besoin d'un papa, d'une maman, s'épanouir. Oui, encore une fois, oui, je suis d'accord, Colette, il y a encore ce modèle de la famille nucléaire et ce modèle un peu famille de la famille pour tous, quoi, en fait. Enfin, le slogan de la famille pour tous, un papa, une maman, quoi. Voilà. On a encore cette logique-là. Bon, encore une fois, je dis famille pour tous, mais là, je rappelle, on est en Allemagne. Et pour ceux qui se disent, ouais, mais pourquoi tu nous prends un exemple en Allemagne? C'est parce qu'encore une fois, les décisions qui sont rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, elles peuvent être mobilisées dans d'autres affaires qui pourraient concerner la France. Voilà. Alors, encore une fois, je rappelle, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont pas contraignants. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte, c'est-à-dire que l'État va être condamné financièrement et il sera en quelque sorte incité à modifier son droit. Et incité dans le sens que s'il ne modifie pas son droit, il risque à nouveau d'être condamné. Bon, là en l'occurrence, je rappelle que dans cette affaire, il n'y a pas eu de violation de la Convention européenne des droits de l'homme, selon la Cour européenne des droits de l'homme. Et du coup, bon, ça veut dire que clairement, admettons, s'il y a une personne transgenre qui décide en France d'engager des démarches et qui se retrouve dans la même situation, l'État français, donc qui assurerait la défense devant la Cour européenne des droits de l'homme, pourrait se dire ouais mais attendez, vous avez vu ce qui a été jugé en Allemagne? Vous l'avez dans l'os, voilà. Donc clairement, c'est pour ça que je vous présente des cas qui ont pu se passer dans d'autres États, parce que ça peut être mobilisé ensuite dans d'autres affaires qui peuvent concerner la France à l'avenir. Bien sûr, sous réserve que, j'ai bien qui pourrait, parce que encore une fois, il y a on va dire, le droit français n'est pas pareil que le droit allemand. Il peut y avoir des similitudes, mais encore une fois, il y a aussi des différences. Voilà. Ou même si c'est pas en France, ce serait dans un autre État membre du Conseil de l'Europe. Voilà. Donc j'en étais où? Donc dans ce contexte, alors c'est qui elle? Donc c'est la Cour fédérale allemande a souligné que la maternité et la paternité en tant que catégorie juridique n'étaient pas interchangeables et se distinguaient aussi bien par les conditions préalables à leur justification que par les conséquences juridiques qui en découlaient. La Cour fédérale précise que les intérêts publics la Cour européenne des droits de l'homme, précise que les intérêts publics invoqués par la Cour fédérale de justice sont reconnus par sa jurisprudence. Voilà, donc je rappelle, jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues par un juge, et là en l'occurrence, là c'est la jurisprudence alors attends, là par contre, là je sais pas si c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. À mon avis, je pense que c'est la jurisprudence de la Cour fédérale, mais j'ai peut-être une bêtise. Donc là-dessus, méfiance. Bon. En ce qui concerne donc les droits de l'enfant, donc la Cour note que les requérants critiquent la Cour fédérale de justice pour ne pas s'être penchée sur les droits individuels du second comment on appelle ça, du fils, mais avoir considéré ceci uniquement comme limitant les droits invoqués par Monsieur H. Donc comment on appelle ça, donc la Cour européenne des droits de l'homme estime que la Cour fédérale de justice allemande n'était pas limitée à prendre en considération les intérêts du fils, GH, tels qu'ils ont été présentés par
par monsieur OH, mais devait au contraire les examiner d'une manière exhaustive et notamment tenir compte des conflits d'intérêts entre les deux. Donc c'est-à-dire il fallait donc là en gros pour vous résumer là ce petit passage, la Cour européenne des droits de l'homme indique qu'il faut pas se focaliser uniquement sur la violation des droits de monsieur OH, mais il faut aussi prendre le temps de vérifier s'il n'y a pas eu une violation des droits de l'enfant. Voilà, ça c'est ce que rappelle la Cour. La Cour européenne des droits de l'homme constate en outre que la Cour fédérale de justice a explicitement examiné la question de savoir si l'attribution aux parents d'un statut juridique sans lien avec les fonctions dans le cadre de la protection biologique était de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant. Ouais, donc là attention, nouvelle conception transphobe du droit, préparez-vous. Donc par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme note que la divergence entre les intérêts du parent transgenre et ceux de l'enfant est naturellement apparue peu après sa naissance, lorsqu'il a fallu déterminer quelles informations consigner dans le registre des naissances. Autrement dit, à un moment où le bien-être de l'enfant ne pouvait être examiné de manière individualisée en raison de son bas âge. Pour la Cour fédérale de justice, les intérêts de l'enfant se confondaient dans une certaine mesure avec l'intérêt général attaché à la fiabilité et à la cohérence de l'état civil, ainsi qu'à la sécurité juridique. Donc, sécurité juridique, je rappelle, c'est la recherche, si je puis dire, de la stabilité dans la mise en œuvre des démarches juridiques. En gros, c'est pour éviter que vous retrouviez par exemple devant une administration et qu'on vous dise attendez, c'est bizarre, il y a un couac. Sur vos registres d'état civil, il est indiqué comme quoi votre parent c'est un papa, puis en fait on indique qui serait de sexe féminin, qui serait de sexe féminin et alors qu'avant c'est indiqué de sexe masculin, etc. Et du coup on va vous dire attendez, il y a un couac dans vos registres, on bloque tout. Voilà. Donc du coup pour éviter cette situation, donc pour éviter une atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité, si je puis dire, pour éviter des blocages dans l'exercice des démarches juridiques, de démarches administratives, il faut faire attention à pas marquer n'importe quoi dans l'état civil, voilà, et éviter qu'il y ait des incohérences. En outre, le droit de l'enfant donc de connaître ses origines, donc que la Cour fédérale de justice a mis en avant pour limiter le droit à l'identité de genre de monsieur OH, est également protégé par la Convention, donc la Convention européenne des droits de l'homme, et englobe notamment le droit d'établir les détails de sa filiation. Donc alors donc là je vais lire ton commentaire, Colette. Alors donc pour les origines c'est important, mais le plus important c'est qu'il n'y ait pas de secret, je pense. Tu le vois chez les enfants adoptés où les secrets de famille ou les tuteurs ne peuvent pas apporter des réponses claires à l'enfant quand il pose les questions banales du type « Comment on fait les bébés ? Il s'est passé quoi à ma naissance ? Comment c'est mon pays ? Pourquoi vous êtes blanc et moi je suis noir ?» Donc je mets ça avec des guillemets bien évidemment. Ici c'est des questions qui peuvent être posées par des enfants sans qu'il y ait nécessairement de connotation raciste, je tiens à préciser. Donc pour les adoptions dans d'autres pays, la question peut être aussi importante pour gérer des soucis de santé. Oui, évidemment, c'est pour ça que là encore une fois, je pense qu'effectivement le droit de l'enfant de connaître ses origines, c'est en somme tout aussi important que la personne à exercer son droit à l'identité de genre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les personnes issues de la communauté LGBT. Mais encore une fois, là on est vraiment sur deux droits qui sont extrêmement importants et qui doivent être en somme mis en balance et conciliés. Là clairement, là on est sur une... là on marche clairement sur des œufs, quoi. Donc voilà. En ce qui concerne donc le droit de l'enfant à être élevé par ses deux parents, donc là je pense c'est là qu'on va avoir à mon avis la question
on va dire, la vision un peu transphobe du droit. Donc je devrais pas dire un peu transphobe, je vais dire transphobe tout court. Donc la Cour fédérale de justice a identifié derrière ce droit notamment l'intérêt de l'enfant à pouvoir établir et faire enregistrer le cas échéant donc la paternité de son père biologique. En effet, en cas d'inscription de monsieur OH comme père dans le registre des naissances, le père biologique de l'enfant ne pourrait être inscrit comme père qu'à condition que l'enfant conteste au préalable la paternité de monsieur OH, option que la Cour fédérale de justice a jugée inacceptable pour l'enfant. Ah ouais, parce que là il considère que le père biologique, oui, parce qu'on rappelle que l'enfant que GH, donc l'enfant, était né il y a eu un donneur de sperme, alors je crois, anonyme du coup. Donc il y a un père biologique, donc anonyme, et ah punaise, et du coup tu peux pas reconnaître. Ah ouais, c'est ouais, donc là clairement, c'est clairement le droit allemand qui est mal foutu, quoi. C'est parce que oui, voilà, il aurait fallu ouais, en fait, le père biologique, donc le donneur de sperme, donc à cause du droit allemand, en fait, il aurait pas pu le donneur de sperme n'aurait pas pu obtenir la qualité de père n'aurait pas pu obtenir la qualité de père, en fait. Si monsieur OH, le parent transgenre, s'était déclaré comme père sur l'état civil. Donc en fait, ouais, il y aurait eu un conflit entre le parent transgenre et le parent biologique donneur de sperme, quoi. Et du coup, l'enfant aurait été obligé d'engager des démarches de contestation de paternité. C'est bon. Donc ça, c'est en somme la justification de la Cour fédérale de justice. Voilà. Oui, c'est des questions. Alors oui, c'est des questions que se posent les enfants. C'est des questions liées à son identité. Oui, j'entends Colette. Donc que dire d'autre? Donc la Cour européenne des droits de l'homme. Alors attends. Donc non, je pense que c'est la Cour fédérale allemande a aussi souligné que le rattachement juridique de l'enfant à ses parents, suivant leur fonction procréatrice, permettait à l'enfant d'être rattaché de manière stable et immuable à une mère et à un père qui ne changeraient pas, même dans l'hypothèse que la haute juridiction a considéré comme n'étant pas seulement théorique, où le parent transgenre demanderait l'annulation de la décision de changement de genre. Ah oui, ouais, je vais l'autoriser. Je vais autoriser ton message et excuse-moi Colette. C'est le mot sperme qui était bloqué. Donc je sais pas en Allemagne, mais je crois qu'en France, quand tu donnes ton sperme, c'est anonyme, tu peux pas revendiquer la paternité. Alors là-dessus, n'étant pas civiliste et n'ayant pas bossé sur le sujet, je ne sais pas. donc du coup, s'il y a des civilistes dans le coin ou un jour qui repassent, n'hésitez pas à confirmer. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Voilà. Alors donc j'en étais où avec tout ça? Ouais, donc là en fait ils partent de l'hypothèse où bon après je trouve que c'est un peu réducteur de dire parce que là ils parlent en fait un peu de on est d'accord que là ils envisagent l'hypothèse où le parent transgenre demanderait l'annulation de sa décision de changement de genre. Ouais, voilà, donc en fait ils parlent de l'hypothèse d'une détransition. Sauf que bon, la détransition. Bon, et en plus, ce qui me fait marre, ouais, c'est. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on est encore sur une vision où quand tu changes de genre, je veux dire, c'est limite une espèce de mode, quoi. Je dis mode avec des guillemets, parce que, encore une fois, c'est le reproche qu'on fait, à tort, bien évidemment. Salut Shikakuro. C'est le reproche qu'on fait aux personnes transgenres, alors qu'en aucun cas transitionner, changer de genre, c'est une mode. Non, c'est un moyen pour les personnes de se sentir. Oui, voilà, c'est un cas très rare. Il y a pas mal de personnes qui ont
je pense aux différents streamers et streameuses que j'ai cités qui ont traité de la question, les cas de détransition, c'est rare quoi en fait. Et à chaque fois vous avez de la presse de droitos qui balance des chiffres ahurissants pour montrer, hein, regardez, ces personnes elles sont pas stables, etc. Elles transitionnent juste pour le plaisir et après ensuite elles détransitionnent, alors que je veux dire c'est des conneries quoi. Et en général, je veux dire, les personnes qui détransitionnent, c'est parce qu'il y a une pression autour d'elles. Voilà. C'est pas parce qu'elles se sont dit, ah ben finalement j'ai plus envie comme ça. Hein. Non, c'est parce qu'il y a eu des pressions de la part de la société, c'est parce que les gens ont vu que c'était une galère, ou même ont tenté à petite échelle, petit à petit de tenter une transition, puis elles se sont résignées, parce que malheureusement il y a une pression de la société, il y a une pression aussi de l'entourage. Voilà. Et grosso modo, c'est ça. Puis bon, enfin je dis en général, après il y a peut-être d'autres raisons, mais encore une fois n'étant pas pleinement calé sur le sujet et ayant entendu des brides d'explications à droite à gauche de la part des streameuses concernés par la question, je vous laisse le soin d'aller poser les questions complémentaires chez eux et chez elles, voilà. Et dans ces cas rares, la majorité, c'est des soucis, oui, de pression de la société, financière, etc. Ouais, tout à fait, c'est bien ce que je me disais, Colette. Mais bref. Sur ce, avançons. Par contre, ouais, vous me direz, ouais, vu l'heure, ouais, on peut encore, je pense on pourra peut-être passer à la deuxième. Voire même, je sais pas si c'est nécessaire, parce que, bon, à la limite, ouais, je verrai. Moi je pense que j'en parlerai pas de la deuxième, je vous montrerai simplement parce que c'est du même tonneau en fait. C'est du même tonneau. C'est-à-dire on est à peu près dans le même contexte et je crois que la cour dans la deuxième affaire, bon je vous le montrerai dans la même capsule. Mais vous inquiétez pas. Alors. Donc enfin l'indication donc des anciens prénoms donc de Monsieur OH donc dans le registre des naissances correspondait au but visé par la seule possibilité prévue par la loi, à savoir l'inscription de Monsieur OH en tant que mère de l'enfant, et servait par ailleurs à éviter à celui-ci d'avoir à révéler que son parent était transgenre. Parce que malheureusement ouais il y a. Alors ça malheureusement c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que encore une fois, en fait à cause de la stigmatisation que va subir l'enfant, derrière c'est le parent transgenre subit derrière en fait. Encore une fois on peut pas en vouloir à l'enfant parce que encore une fois là on est face à un dilemme cornélien. Parce que malheureusement on a d'un côté, si on laisse apparaître que Monsieur OH est père, malheureusement il y a un risque à ce que l'on découvre tiens vous quoique même c'est discutable. J'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce que simplement en consultant l'état civil on dit enfin je veux dire c'est pas tout le monde qui a accès à l'état civil. Je veux dire l'enfant je veux dire les moqueries qu'il pourrait subir, en somme ce serait pas tout le monde qui pourrait se moquer de lui. Alors peut-être que je me trompe, mais encore une fois, bon, certes, il y a un risque à ce qu'on dit ton papa, tu es un parent transgenre, c'est contre nature, voilà. Donc, en gros, certes, l'enfant pourrait subir des moqueries, mais bon, encore une fois, le problème, c'est qu'on porte derrière atteinte au droit du parent, quoi, au droit du parent transgenre. Ou alors peut-être qu'il pourrait y avoir ce serait pas nécessairement des moqueries, mais peut-être qu'il pourrait y avoir derrière des discriminations. Que l'enfant subirait parce qu'il aurait un parent parce qu'il serait né d'un parent transgenre, etc. Il y a peut-être ça aussi. Mais bon, moi je trouve que l'argument, en somme, politiquement, l'argument est discutable.
Après, Monsieur OH a réfléchi à la question, je pense aussi, comment parler à son enfant, à ses amis, comment réagir en cas de problème. Oui, à mon avis, oui, il y a ça, il y a ça aussi. Il y a, je veux dire, il y a aussi le travail de Monsieur OH en tant que personne concernée et militant, quoi, qui a essayé de faire preuve de, j'aime pas trop le terme, mais de pédagogie et d'expliquer, d'expliquer comment ça allait se passer. De toute façon, je pense que l'entourage n'est pas dupe et que l'entourage qui soutient Monsieur OH et aussi son fils, ils savent pertinemment que la société va être transphobe à leur égard. Voilà. Mais bon. La Cour européenne rappelle que le choix des mesures propres à garantir l'observation de l'article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d'appréciation des États, des États contractants, donc signataires de la Convention, signataires ayant ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'il existe à cet égard différentes manières d'assurer le respect de la vie privée. À cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme note que la Cour fédérale de justice a indiqué que l'objectif de l'article 5, paragraphe 3 de la loi, de la loi sur la transidentité en Allemagne, donc c'est la loi, acronyme TSG. Alors veuillez m'excuser de mon allemand, transsexuel Gesetz. Était de garder secret le caractère transgenre d'un parent afin de ne pas obliger l'enfant à présenter un acte de naissance qui permettrait la conclusion que le parent était transgenre. Salut Jashugan, bienvenue à toi. Donc il était possible... Alors je vais laisser le Thermomix se passer. Et qu'il était possible d'obtenir un acte de naissance dépourvu de toute mention des parents pour ne pas révéler l'identité de transgenre. Oui, ça a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. J'étais pas prêt, les gens. Et ouais, c'est le début de l'émission et ça fait depuis un certain temps que ça a commencé, mais c'est pas grave. Donc qu'il était possible d'obtenir un acte de naissance, dépourvu de toute mention des parents, pour ne pas révéler l'identité transgenre de Monsieur OH. Et que seul un nombre restreint de personnes ayant généralement connaissance du caractère transgenre de l'intéressé était habilité à demander une copie intégrale de l'acte de naissance. Toute autre personne devait faire valoir un intérêt légitime pour en obtenir une. Aux yeux de la Cour, ces précautions sont de nature à réduire les désagréments auxquels OH pourrait être exposé en se trouvant contraint de prouver sa qualité de parent vis-à-vis de son fils. Donc, alors, en somme, on voit quand même qu'il y a un droit qui est transphobe, mais il y a quand même quelques volontés, quelques garanties de préserver les intérêts de Monsieur H et les intérêts de l'enfant, quoi. Je préfère quand même apporter des nuances, mais encore une fois, si vous êtes personne concernée ou même militant, allié vous avez, de toute façon, on peut clairement considérer qu'il y a encore une part de transphobie dans le droit allemand. Et qui en France, de toute façon, on n'en parle même pas, là-dessus, quand bien même il y a eu quelques avancées pour lutter contre les discriminations faites à l'égard des personnes transgenres, dans les faits, dans le système, il y a encore du boulot à faire, voilà. Donc accrochez-vous, camarades transgenres, il y aura encore du boulot à faire. Mais on est là pour quand même essayer de vous soutenir comme on peut et de respecter votre droit à l'autodétermination et votre droit, votre liberté dans le cadre de votre identité, de genre, voilà. On va respecter ça, quoi. Et arrêtez de vous prendre de haut et de vous considérer et de faire de la psychophobie derrière, voilà. Et je n'emploierai pas les termes utilisés par les droitos pour vous qualifier, voilà. Je vais vous en faire grâce, voilà. Bref, surtout que ce sont des propos transphobes et merdiques, en plus d'être psychophobes, bref. Donc, par conséquent, eu égard d'une part au fait que le lien de filiation entre les requérants n'a pas été mis en cause en soi, et au nombre limité de situations pouvant mener, lors de la présentation d'un acte de naissance de l'enfant, à la révélation de l'identité transgenre de Monsieur OH, et d'autre part à la marge d'appréciation étendue dont dispose l'État allemand,
la Cour estime que les juridictions allemandes ont ménagé un juste équilibre entre les droits du parent transgenre et les intérêts de l'enfant, les considérations relatives à son bien-être, donc au bien-être de l'enfant, et les intérêts publics. Donc intérêt public, je rappelle, qui est la cohérence, la cohérence et l'exhaustivité, je crois, la clarté des actes de l'état civil. Voilà. Parce qu'encore une fois, de toute façon, ça va être souvent ça les problématiques qui vont revenir lorsqu'on va faire valoir le droit des personnes transgenres à l'autodétermination et à faire valoir leur droit au respect de la vie privée. On va leur dire, certes, on doit protéger vos intérêts, mais par contre, à côté, il y a les intérêts de votre enfant et il y a les intérêts publics. Donc, intérêts publics qui touchent au fait qu'on doit garder une certaine cohérence dans les actes d'état civil. Voilà. En général, j'ai l'impression c'est ce qui va être, on va dire, mis en avant, mis à l'encontre, présenté comme limite aux droits des personnes transgenres. Voilà. Donc on peut constater qu'il y a quand même quelques garanties dans le droit allemand pour préserver, si je puis dire, notamment la vie privée de Monsieur OH et la vie privée, si je puis dire, de Monsieur de Monsieur GH, donc le fils. Et aussi sur son droit à connaître ses origines, etc. Là où c'est plus discutable, c'est qu'il y a encore cette vision de la famille nucléaire où on veut permettre à l'enfant de connaître, de garder une trace comme quoi il est issu d'un père et d'une mère, ce qui en somme est assez triste. Et on a encore aussi cette vision où il y a un risque qui est présenté comme pas théorique, mais bon, malheureusement on est à la limite du théorique. Si on demande aux personnes concernées, qu'il y ait une détransition. Voilà. Bref, c'est donc là au moins vous avez donc retenez dans cette affaire que ici les juridictions allemandes avaient refusé d'enregistrer un parent transgenre en tant que père. Donc auparavant, le parent transgenre était une femme. Il a obtenu un changement de sexe à l'état civil. Donc il avait elle avait effectué sa transition, on va éviter de la mégenrer. Il a effectué sa transition, donc il est devenu homme entre-temps. Et du coup, il n'avait pas pu obtenir la qualité de père à l'état civil, alors que sur le registre de l'état civil, il était noté qu'il était homme. Enfin, qui avait son sexe masculin, mais par contre on avait gardé une trace comme quoi il avait qu'il avait eu un sexe féminin et qu'il avait eu des prénoms féminins, et du coup on lui a refusé la qualité de père, et le fait de refuser la qualité de père à un parent transgenre, au motif qu'auparavant il avait eu un sexe féminin et du coup des prénoms féminins, ça viole pas la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, selon la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Donc vous avez donc dans le même style une autre affaire, donc cette fois-ci ça concerne une femme. Donc le refus d'inscrire une femme transgenre en tant que mère du requérant au registre d'état civil alors qu'elle n'avait pas accouché n'emporte pas la violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc je vais pas vous lire dans le détail cette affaire par manque de temps. Donc encore une fois, si vous voulez approfondir, vous me direz, je peux lire le résumé. Je vais lire le résumé. Donc dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l'homme dit à l'unanimité qu'il y a eu non-violation de l'article 8, donc le droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention européenne des droits de l'homme. L'affaire concerne 3 requérants, dont un parent transgenre qui se plaint du refus des autorités de l'état civil de l'inscrire comme mère du requérant. C'est marrant l'acronyme LDH. C'est assez alors attends, c'est assez drôle, quand même, l'acronyme LDH pour le nom de la mère du requérant. Non, pour le nom du requérant, enfin de l'enfant, c'est assez drôle.
Donc au motif que le parent transgenre n'avait pas donné naissance à ce dernier, sachant qu'elle a accouché de l'enfant qui avait été conçu avec des gamètes mâles. Donc la Cour européenne des droits de l'homme relève que selon l'intention du législateur allemand, l'ancien sexe et l'ancien prénom du parent transgenre devait être indiqué non seulement en cas de naissance survenue avant que la reconnaissance du changement de genre du parent fût redevenue comment on appelle ça je suis fatigué, veuillez m'excuser. Devait être indiqué non seulement en cas de naissance survenue avant que la reconnaissance du changement de genre du parent fût devenue définitive, mais lorsque, comme en l'espèce, la conception ou la naissance de l'enfant était postérieure au changement de genre. Du fait que le lien de filiation entre le parent transgenre et l'enfant n'a pas été mis en cause, et du fait du nombre limité de situations pouvant mener lors de la présentation de l'acte de naissance de l'enfant à la révélation de l'identité transgenre du parent, inscrite en tant que père dans le registre des naissances, et d'autre part à la marge d'appréciation dont dispose l'État allemand, la Cour estime que les juridictions allemandes ont ménagé un juste équilibre entre les droits des requérantes et de l'enfant. Ouais, donc grosso modo, on a à peu près la même appréciation. Donc l'idée que de toute façon on doit garder une trace comme quoi auparavant le parent transgenre n'était pas une mère, n'était pas une femme mais un homme, voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser sur cette capsule longue, les juristes de YouTube. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch si vous voulez débattre de tout ça ou même d'autres affaires. Allez, je vous laisse et je vais retrouver les juristes de Twitch.